Bonjour et bienvenue au musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadé. Alors, je vous remercie d'être au rendez-vous de cette première conférence de l'année 2024 qui sera riche en événements variés. Vous avez un cycle de conférences, des ateliers de pratique artistique pour la famille et pour les adultes, ainsi que des animations autour de la cuisine et de la céramique. Et notre nouvelle exposition qui s'appellera Absolument céramique sur Louis Dage, qui est un céramiste qui a travaillé à Saint-Sevé de 1935 à 1961. Alors, toutes les dates de nos rendez-vous sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur XL Info et sur notre site internet samadé.land.fr. Aujourd'hui, durant ce week-end consacré à la cuisine du XVIIIe siècle, nous avons voulu vous faire remonter le temps avec Philippe Mézy, qui est à nos côtés, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Philippe, vous êtes historien, maître de conférences à Bordeaux-Montaigne, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'excellent livre intitulé La table du Sud-Ouest et l'émergence des cuisines régionales aux presses universitaires de Rennes, que je vous recommande. Aujourd'hui, vous allez nous conter une petite histoire du service à la française qui nous donnera sûrement les clés pour comprendre notre façon de manger aujourd'hui. Bonne conférence. Merci beaucoup et puis merci au musée de me recevoir pour la seconde fois. J'étais là l'an dernier, je crois, au mois de juin pour parler un petit peu de l'histoire justement des saveurs du Sud-Ouest. Alors aujourd'hui, ce ne seront pas les produits qui seront mis en avant, mais c'est plutôt la vaisselle, les arts de la table et les manières de servir. Donc à travers une présentation que je voudrais vous faire autour de l'histoire du service à la française. Alors je précise bien que c'est le regard d'un historien que je vais vous proposer, qui travaille sur les consommations alimentaires, qui travaille sur l'histoire de la cuisine. Donc c'est vraiment à partir du lien justement entre le service et la cuisine que je vais aborder cette question du service à la française pour en comprendre le sens, pour vous en montrer les évolutions, parce qu'évidemment l'histoire montre des évolutions, hein, rien n'est immobile, et puis aussi essayer de mettre en avant les enjeux qui entourent ce service à la française, donc pour cette période qui sera celle du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors peut-être dès le départ, je voudrais préciser que ce dont je vais vous parler, cette histoire du service à la française, c'est ce que je vais appeler l'ancien service à la française. C'est-à-dire ce n'est pas le service à la française qu'on connaît aujourd'hui. Pour bien faire la distinction, ce n'est pas le service à la française, par exemple, qui est enseigné dans les écoles hôtelières. Le service à la française, aujourd'hui, fait partie de la formation qu'on a dans les lycées hôteliers. Aujourd'hui, le service à la française désigne une manière de servir qui consiste à apporter le plat en salle auprès des convives, de le présenter aux convives, et les convives se servent eux-mêmes. C'est cet usage qui est pratiqué, qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment à l'Élysée, pour certains dîners. Donc ça, c'est la définition qu'on a aujourd'hui du service à la française, qui s'est construite notamment au début du XXe siècle, qui s'est normalisée. Et si on prend les ouvrages qui ont servi au XXe siècle de référence, hein, je pense à l'ouvrage de Philippe Mazetti sur les techniques de la restauration, on a cette définition-là du service à la française. Alors je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de l'ancien service à la française, celui qui était pratiqué au XVIIIe siècle, notamment dans les tables aristocratiques, dans les tables princières, dans les cours européennes. Et je voudrais vous montrer que finalement, cet ancien service à la française s'inscrit dans une sorte de patrimoine et aujourd'hui n'est plus pratiqué évidemment de manière répandue, mais sert de base à des usages qu'on a pu conserver dans une certaine mesure. Donc on va remonter dans le temps, hein, vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, et c'est ce que j'avais mis au début, hein, vous avez ici un plan de table. Donc d'un repas, on est en 1699, on est à la cour du roi Louis XIV. Alors on n'est pas à Versailles. Ici, il s'agit d'un plan de table d'un repas qui a lieu à Marly parce que le roi, pour un petit peu se dégager de l'étiquette de la cour, appréciait aussi d'organiser des repas d'importance dans d'autres lieux que Versailles. Donc là, on est en 1699, on a une table de 17 couverts. Ce plan de table illustre, et je vais rentrer ensuite dans le détail, cet ancien
service à la française, avec, vous allez voir, des dimensions multiples. Et ce que je voudrais souligner vraiment cet après-midi, c'est que ce service à la française, il a une implication sur les manières de cuisiner, sur les manières de servir, évidemment. Mais ce que je voudrais aussi montrer, c'est qu'il a une dimension sociale extrêmement forte. Ça veut dire qu'il correspond exactement à ce qu'est la société de l'époque. Donc on est au XVIIe siècle, on est au XVIIIe siècle, dans une société d'ordre, avec une aristocratie, une noblesse, un pouvoir royal qui ont un rôle très important. Et on va retrouver dans le fonctionnement de cet ancien service à la française un certain nombre d'éléments. La deuxième chose, c'est que la reconnaissance de ce service à la française, donc ce qu'on va appeler à l'époque moderne, est accompagnée aussi d'une reconnaissance de la cuisine française. Donc on a un double mouvement qui est un mouvement de valorisation de l'art culinaire français, mais aussi des arts de la table. On a une vraie dynamique dans ce domaine-là qui va avoir une influence en Europe. Ça veut dire que le service à la française ne concerne pas que la France, que la cour de Louis XIV ou plus tard de Louis XV ou de Louis XVI, mais va concerner aussi des choses qu'on va retrouver dans des cours allemandes, qu'on va retrouver dans le nord de l'Europe ou en Espagne. Donc j'ai intitulé cette conférence « Une histoire du service à la française » parce que c'est vraiment sur ce type de service-là que je vais me concentrer et c'est un regard finalement que je vous propose, un petit parcours historique entre histoire des techniques, c'est de l'histoire des techniques, la manière dont on sert, les objets liés au service, mais aussi c'est une histoire sociale et culturelle. Il y a aussi cet aspect-là. On ne peut pas réduire le service à table, comme la cuisine, juste à des histoires d'ingrédients, de gestes, etc. Il y a tout un environnement qui est derrière et qu'il me semble important de mettre en avant. Alors, pour commencer, je partirai des principes de ce que j'appelle l'ancien service à la française, en essayant tout d'abord de vous montrer que ça ne naît pas en une décennie ou même en un demi-siècle, mais que c'est une construction progressive. Alors, je vous propose de partir à travers plusieurs illustrations, en remontant encore dans le temps, cette fois-ci au Moyen-Âge, sur une représentation de ce que sont les repas de cour, les repas des élites à ce moment-là. Ici, on est à la fin du Moyen-Âge, on est au milieu du XVe siècle. Ici, un festin royal. On voit qu'on est loin encore du service à la française, tout simplement parce que, comme vous le voyez sur cette représentation, sur un miniature, vous avez l'absence ici de ce qui sera quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire l'assiette. On fonctionne encore ici avec l'utilisation de tranchoirs. Vous remarquez également qu'à la fin du Moyen-Âge, encore, sont absents les couverts. On n'a pas de couvert pour chaque convive. Donc cet aspect-là est une caractéristique de la cuisine du Moyen-Âge, de la table du Moyen-Âge. Quant aux manières de manger, vous le voyez, on a ici ce qui est servi aux convives, présenté aux convives. On a ici quelque chose de tout à fait caractéristique de la cuisine des élites à ce moment-là, c'est-à-dire un pan. Donc on est dans une dimension très esthétique de la cuisine. Ce n'est pas le goût qui est mis en avant, c'est la dimension visuelle. On est dans une théâtralisation du service. Il s'agit, pour le dire un peu de manière triviale, d'en mettre plein la vue. On est vraiment dans cette logique-là de la cuisine médiévale. Donc on a l'absence je dirais, des objets et des usages qui vont être ceux du service à la française. Néanmoins, les choses évoluent. Et si on se projette un siècle plus tard, ici une autre représentation. Alors, ce banquet des monarques met en scène Charles Quint, l'empereur Charles Quint, avec son fils, et c'est la volonté de mettre en scène la famille impériale. Donc vous le voyez, par rapport à l'illustration précédente, on est déjà dans une première évolution qui commence à dessiner peu à peu ce que va être la base du service à la française. Vous avez ici les assiettes, cette fois-ci qui sont présentes, en argent, on a de l'argenterie. Vous avez aussi des couverts avec la fourchette ici aussi qui est présente. Donc on a des choses qui évoluent en termes d'objets. Quant à ce qui est présenté, on est toujours dans une mise en scène extrêmement poussée de la table. La cuisine de la Renaissance est une cuisine qui est un héritage du Moyen-Âge. Il y a des évolutions, mais on reste encore très ancré dans la cuisine médiévale, qui est une cuisine vraiment de mise en scène extrêmement poussée et de mise en scène des plats. Ça doit être un spectacle avant tout. Mais l'introduction des couverts peu à peu, l'utilisation de l'assiette et le raffinement qui accompagne la table de la Renaissance marquent évidemment un élément très, très important. En termes de service aussi, vous le voyez, on a un exemple de service des boissons
qui est tout à fait caractéristique et qui continuera les siècles précédents. Les verres ne sont pas disposés sur les tables, et donc les domestiques présentent aux convives les verres et les boissons, donc qui sont servis à chaque convive, et le même verre va servir aux différents convives. Donc on est là encore dans des usages qui sont très marqués par, je dirais, le Moyen-Âge. Donc un raffinement qui s'affirme au moment de la Renaissance, des objets qui apparaissent, mais on n'est pas encore dans le service à la française. On est dans une sorte d'entre-deux, mais on est quand même dans une phase de mutation. Je vous ai mis un agrandissement, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Donc ces fourchettes à 3 dents qui servent avant tout à piquer les aliments. Donc sur cet agrandissement, vous voyez que ça veut dire qu'en cuisine, on doit pré-découper énormément de choses, on doit présenter des aliments qu'on peut piquer directement avec la fourchette. Et donc vous avez un personnage qui a un rôle très important, et là ça se fait auprès des convives, c'est le personnage de l'écuyer tranchant, qui va lui découper devant les convives les viandes. Donc vous avez un lien très fort entre la manière de préparer les mets et la manière de les servir. Les deux sont indissociables. Les transformations qui se passent d'un côté entraînent des changements de l'autre. On a une concomitance qui me semble très, 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 très importante à souligner. Donc on en est là à la Renaissance, et peu à peu, donc, au siècle suivant, c'est-à-dire au XVIIe siècle, on va voir peu à peu le service à la française se codifier, se mettre en place. Ce service à la française, il a 2 caractéristiques essentielles. La première, c'est une dimension spatiale. La seconde, une dimension chronologique. C'est ça qui en fait l'originalité. C'est-à-dire qu'on combine un aspect, je dirais, d'organisation spatiale et une dimension chronologique. Alors, sur la dimension spatiale, si je ne tourne pas dans le bon sens, je vous remets à nouveau un document qui a un plan de table. On en a énormément pour cette période-là. Alors ici, c'est un ouvrage qui est publié en 1722, mais qui a connu plusieurs éditions auparavant, un ouvrage important de François Massalio. Et ce qui est intéressant, le titre est un peu long, mais très important dans le titre, c'est l'idée qui apprend, vous voyez, à ordonner. Ordonner. On a l'idée d'ordre, de construction. La dimension spatiale du service à la française, c'est que à chaque service, je reviendrai sur la succession des services, à chaque service, tous les plats sont disposés en même temps sur la table de manière symétrique. On a une organisation symétrique. Vous voyez, on a ici un plat au centre et les autres plats sont disposés de manière symétrique, les petits ronds étant les assiettes des convives. Donc on a une organisation qui a une dimension spatiale, esthétique extrêmement marquée, et nous sommes au moment où ça commence à se codifier dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Eh bien, ça correspond tout à fait à ce qu'on va retrouver à Versailles dans l'architecture. Le château de Versailles, il est construit de manière symétrique. Et qu'est-ce qui fait le centre du château de Versailles? C'est la chambre du roi. Et les différentes ailes sont organisées de manière symétrique. De la même manière, le jardin à la française reprend ces logiques de symétrie, d'ordre, de choses extrêmement rectilignes. Donc ça veut dire que le service à la française, il s'installe, se codifie au moment où on codifie la langue française, c'est l'Académie française, où on codifie l'art des jardins, on codifie l'architecture classique. On est dans le classicisme d'un point de vue de l'art. Donc on a cet aspect spatial qui me semble quelque chose de très, très important. Et je vous ai mis un autre exemple tiré d'un ouvrage de ce moment-là. Vous voyez, on a cette symétrie. Ça peut fonctionner sur une table ronde, sur une table rectangulaire. Je dirais les différents dispositifs sont possibles. Ça, c'est la dimension spatiale. À cela s'ajoute une dimension chronologique. Le service à la française va comprendre 3 ou 4 services. À chaque service, tous les plats sont disposés en même temps sur la table. Alors, le premier service, je reviendrai après en détail dessus, on a généralement les potages, les entrées. Ça veut dire qu'on pose les potages, on pose les entrées. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, tout est enlevé. On passe au second service. Le second service, généralement, comprend des rots, des salades. Donc des rots, ça veut dire, je reviendrai, mais des viandes rôties ou des poissons cuits sur des pièces entières. Donc ensuite, on a le troisième service, celui du dessert. Donc dessert, l'origine du mot, ça veut dire desservir la table. Ça veut dire que là, à nouveau, on enlève tout et on va disposer tous les plats. Alors ça, c'est en 3 services. Parfois, on a donc une distinction entre
au sein du deuxième service, les rôts et les entremets vont être ensemble. Parfois, les entremets sont à part. Donc les entremets deviennent le troisième service et à ce moment-là, le dessert devient le quatrième service. Donc on a cette organisation-là. Donc, aspect spatial et tous les plats en même temps disposés au cours des différents services de manière chronologique. Alors, c'est un peu abstrait peut-être ce que je vous présente. Si on prend un exemple à partir d'un ouvrage de cuisine, hein, toujours le même, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voilà des normes, en quelque sorte, de propositions en fonction des saisons de repas dans le cadre du service à la française. Donc, ici, vous voyez, c'est un repas pour un mois de mai. On a le premier service où vous retrouvez donc le potage, les entrées. On a aussi les hors-d'œuvre. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, les hors-d'œuvre vont avoir une position avant. Là, ils sont mis en même temps. Donc, ça veut dire que sur la table, vous avez ça, ça, ça pour le premier service. Tout ça est disposé sur la table. Hop. Ensuite, donc le second service, où vous voyez les rôts et les entremets sont disposés en même temps sur la table, accompagnés d'autres hors-d'œuvre. En fait, hors-d'œuvre ne désigne pas un moment, mais désigne des assiettes en fait plus petites. On est dans une distinction ici de fonctions. Comme vous pouvez le constater, les entremets peuvent être à la fois des légumes, peuvent être des viandes, peuvent être éventuellement sucrés ou salés. Les rôts sont à la fois des poissons, peuvent être des poissons ou des viandes ou des gibiers. Donc on a toute cette organisation avec quelque chose qui est extrêmement codifié. Ça c'est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée d'ordonner. Tout doit être extrêmement classé, c'est tout à fait caractéristique de ce qui se passe à l'époque. Vous allez me dire, mais si on regarde les deux pages, ça fait énormément de plats pour chacun des services, même pris séparément. Là, on est sur un repas pour une quinzaine de convives. Donc vous allez me dire, mais ça représente des quantités énormes. Il y a quelque chose qui est très très important d'avoir à l'esprit, c'est que chaque service, le premier, le deuxième ou le troisième, fonctionne comme aujourd'hui un buffet. Ça veut dire que tous les mets sont disposés de manière symétrique sur la table et que chaque convive choisit en fonction de ce qu'il désire. Donc concrètement, un convive, par exemple, va peut-être manger du blanc mangé, des oreilles de veau farcies et des pieds de cochon. Un autre convive, lui, prendra des atelettes grillées, de la poularde et du mouton. Ça veut dire qu'on a cette liberté-là. C'est très important. Donc, certes, les quantités consommées sont évidemment plus importantes que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais n'oublions pas, nous sommes au XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y a pas de chauffage tel qu'on le connaît, il y a une dépense énergétique qui est donc beaucoup plus importante. On a des consommations ici qui sont celles des élites, hein, il faut bien le rappeler. Ce que je vous présente ici ne concerne pas le peuple qui, au même moment, évidemment, est très 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 loin du service à la française et consomme essentiellement des céréales. Mais on a surtout cette idée qu'on ne mange pas tout hein, dans le cadre du service à la française. Ça, c'est tout à fait fondamental. Donc là, il n'y avait pas, vous l'avez vu sur l'image précédente, il n'y avait que deux services. Le troisième service des desserts peut se présenter de cette manière-là. Donc on va ici disposer sur la table, au troisième service, eh bien, l'ensemble des plats. Vous voyez toujours avec cette symétrie, avec une pyramide au milieu, qui peut être une pyramide de fruits, qui peut être une pyramide en fonction des saisons de choses avec de la glace, des sorbets, ou une pyramide de pâtisserie, qui va faire le point central. Et autour, vous voyez les plats disposés de manière symétrique. Donc, on est vraiment ici dans une organisation très rigoureuse qui est présentée à travers ces ouvrages de cuisine. Cet usage, cette pratique du service à la française, qui se façonne dans la seconde moitié du XVIIe siècle, elle va continuer au XVIIIe siècle, elle va aussi continuer au XIXe siècle. Elle ne s'arrête pas au XIXe siècle pour les repas d'apparat, les repas de prestige. Vous avez ici un auteur extrêmement célèbre, hein, Grimaud de la Reynière, qui fait partie des pères de la gastronomie, au sens des auteurs qui écrivent sur l'art de la gastronomie. On est au début du XIXe siècle. Et voilà une citation qui présente le fonctionnement classique du service à la française, toujours en usage au XIXe siècle et qui va perdurer jusqu'aux années 1880 pour les repas les plus importants, les repas de prestige. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui va fonctionner sur, on va dire, 2 siècles et demi, de manière assez importante. Il faut préciser, ici je vais le faire à travers un exemple, que dans le service à la française, chaque plat finalement a une fonction. Ici, vous avez
un document extrêmement célèbre, hein, ce sont les premiers menus que l'on connaît au sens de menus mis à la disposition des convives et présentant les plats servis. Cet exemple-là, de ce souper d'avril 1751, concerne Louis XV. Comme son ancêtre, Louis XV, de temps en temps, souhaitait un petit peu s'éloigner de la pesanteur de l'étiquette à Versailles et réunissait des convives dans une salle à manger, donc dans le château de Choisy, pas très loin de Versailles. Et donc là, vous retrouvez dans la décomposition des différents plats, vous retrouvez les fonctions du service à la française, avec des entrées qui vont accompagner des potages, des relevés qui accompagnent le tout. Ensuite, vous retrouvez les rôts qui sont présentés. Alors, dans les rôts, vous avez ici, c'est peut-être pas tout à fait lisible, mais vous avez des levreaux, vous avez des pigeons bardés, et puis ensuite des entremets pour les accompagner, qui sont ici, et on a vraiment le mélange à ce moment-là, qui n'est pas encore dans la séparation sucré-salé. Vous avez donc posé sur la table au même moment les entremets. Vous avez à la fois des morilles, vous avez un ragoût, et vous avez une crème au chocolat. Donc on a en même temps des choses qui sont sucrées et salées. Donc chaque plat a une fonction, potage, entrée, relevé. Alors la distinction, c'est que en ce qui concerne les rôts, par exemple, ce sont des viandes et des poissons qui sont servis secs. Ça veut dire tout simplement que ce sont, notamment pour les viandes, des viandes rôties à la broche. Ce n'est pas des viandes qui sont sous forme de ragoût ou des viandes qui sont dans une sauce ou accompagnées d'une sauce, c'est ce service-là. Pour les poissons qui sont servis au moment des rôts, c'est des pièces de poisson en entier. Les entremets qui vont suivre sont généralement des entremets froids. Les entrées que vous avez au début sont des plats plus petits que les entremets. Donc on peut avoir le même plat qui peut être servi en entremets ou en entrée. S'il est servi en entrée, c'est le même plat, mais en version plus petite. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Quant au dessert, bon, il n'apparaît pas ici. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est parce que les desserts sont préparés le plus souvent, non pas par la cuisine, mais par l'office. Donc ça veut dire au sein des maisons aristocratiques, un personnel différent. Donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Et les desserts, ça peut être à la fois des fruits, ça peut être des glaces, ça peut être des pâtisseries, ça peut être des crèmes. C'est des choses extrêmement variées. Donc une organisation très précise qui répond à des besoins. Et c'est ce que je voudrais aborder maintenant, des besoins très précis. Pourquoi on a autant de mets? Pourquoi on a cette organisation-là? La première justification, qui est portée dans les textes à l'époque, c'est une justification héritée du Moyen-Âge, qui est une justification médicale. Alors médicale au sens de l'époque. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, on est encore dans une pensée médicale héritée de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ça veut dire Hippocrate, ça veut dire Galien, ça veut dire Avicenne, tous ceux qui ont transmis ce savoir de l'Antiquité. Et on fonctionne selon le principe de ce qu'on appelle les théories humorales. Alors, hop, je laisse ces documents-là pour l'instant. Donc les théories humorales, c'est l'idée que chaque individu, en fonction de son âge, de son état de santé, si c'est un homme, si c'est une femme, etc., a un tempérament qui va être orienté dans deux directions, enfin dans 4 directions, chaud, froid, sec ou humide. Donc on a des tempéraments. Si par exemple on est une personne âgée, on va être considéré plutôt comme quelqu'un de sec et froid. D'accord ? Donc ça veut dire que l'alimentation, elle doit rechercher un équilibre. Donc si vous êtes considéré comme sec et froid, il faut manger des choses qui soient chaudes et humides. Le principe du service à la française, en mettant tous ces plats à disposition, c'est de permettre à chacun de choisir en fonction de ce qu'on va appeler son humeur au sens médical du terme à l'époque. Donc on a vraiment cet héritage de la médecine que vous voyez sur ce schéma qui représente un petit peu les différents tempéraments. Et donc les aliments sont eux-mêmes classés. Par exemple, le gibier va plutôt être considéré comme quelque chose de sec et de plutôt chaud. Les légumes, plutôt quelque chose d'humide, etc. Donc toujours l'idée d'équilibre. Donc ça, c'est la première justification. Pourquoi autant de plats? Pour que chacun puisse manger en fonction de son état, si j'ose dire. Sauf que, au fur et à mesure du temps, notamment à partir du XVIIIe siècle, va s'y ajouter une autre raison, qui est marquée par une transformation progressive au cours du XVIIIe siècle, qui est la libération de la gourmandise.
Le discours religieux est toujours très présent, les règles religieuses sont toujours très présentes, mais il y a l'idée de recherche du plaisir à travers la nourriture. Le mot gourmandise lui-même évolue de sens pour aller vers le sens que l'on connaît aujourd'hui, alors qu'avant ça voulait dire goinfre. Et au XVIIIe siècle, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'apprécier les bonnes choses. Donc ce contexte-là va faire que le service à la française y perdure, toujours pour les raisons médicales ou pseudo-médicales, mais il perdure aussi par cette idée de recherche du plaisir et que chacun puisse choisir selon son désir. On a vraiment cette idée-là de pouvoir choisir selon son désir. Et je prends ici un exemple de 1785, c'est une voyageuse allemande, Sophie Sophie de la Roche, qui voyage à Bordeaux. Et en 1785, elle est reçue dans le milieu des négociants bordelais. Donc dans un repas privé, mais un repas, je dirais, de qualité. Et elle évoque le repas, et j'ai souligné ce qui me semblait intéressant, après 2 potages, donc on est bien dans le service à la française, même s'il n'y a pas le même nombre de plats évidemment qu'à la table de Louis XV ou Louis XVI, chacun prit et offrit de ce qu'il voulut de chacun des plats qui étaient devant lui. On est vraiment dans l'idée de pouvoir choisir. Comme aujourd'hui, si vous vous retrouvez à l'occasion d'un buffet, vous avez plein de choses devant vous, vous n'allez pas forcément manger, et généralement vous ne mangez pas de tous les plats qui vous sont proposés. Donc on est vraiment dans la même logique, avec finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi le reste de la citation, où on va donc voir cohabiter peut-être quelque chose qui nous semble aujourd'hui plus surprenant, au même moment sur la table, à la fois des poissons, à la fois des viandes, des légumes, des choses extrêmement variées, telles qu'on peut le retrouver aujourd'hui, par exemple, dans la culture alimentaire asiatique, où on va avoir des modalités de consommation selon ce type-là. Donc on a vraiment une volonté de répondre aux désirs à travers le service à la française. Il s'inscrit véritablement dans ces mutations du XVIIIe siècle. Alors à côté de cela, de ces justifications-là, le repas, on le sait très bien, a une fonction sociale. Je pourrais reprendre ici une formule que j'aime bien du sociologue Pierre Bourdieu, qui parle à propos du repas de cérémonie sociale. Donc on a une mise en scène à travers le service à la française. Ça sert à mettre en position les convives, et nous sommes dans un temps qui est celui des monarchies, de la société d'ordre, etc. Ça permet d'afficher sa richesse, sa puissance et son raffinement. Pour preuve, ici une gravure célèbre représentant, donc c'est le roi Louis XIII, qui est représenté sur cette gravure. On est donc ici au tout début du XVIIe siècle, donc le service à la française n'est pas encore totalement codifié, mais on est dans ces grands principes-là. Vous voyez, il ne s'agit pas ici de rassembler autour de la table, dans le cadre du service à la française. Il s'agit de montrer qui est le plus puissant. Et vous le voyez, Louis XIII, c'est le personnage que vous avez tout en haut de la gravure, seul à table. Autre caractéristique qui correspond tout à fait au service à la française, vous voyez l'abondance des plats qui sont mis devant chaque convive. Et ce qui peut sembler surprenant pour nous aujourd'hui, c'est que les convives, vous le constatez, ils n'ont pas de vis-à-vis. Ils sont seuls, d'un seul côté. Alors, c'est pour des raisons techniques, puisque vous avez la nécessité, au cours des services, de tout enlever à chaque fois. Donc, ça permet à ceux qui servent, où vous avez un grand défilé qui s'opère, d'accéder facilement à la table. Mais c'est aussi l'idée que vous vous montrez dans la position de celui qui mange. Il me semble que j'ai montré, voilà, vous le voyez ici plus nettement, donc Louis XIII seul à table. Et on a cette organisation avec les plats disposés devant chaque convive. Donc là, on est en 1633, on va retrouver des couteaux à table et un service qui est lui-même une mise en scène théâtralisée où vous avez ici des plats recouverts. On a ici vraiment une mise en scène. Et c'est important de le souligner, dans un repas comme celui-là, ceux qui servent, ce n'est pas des domestiques au sens où on peut l'imaginer comme au XIXe siècle. Ce sont des nobles d'un rang moins important, mais qui vont servir ces grands personnages qui, eux, appartiennent à l'aristocratie, ceux qui sont assis. Donc ça veut dire le roi, l'aristocratie et les nobles sont inclus dans le service et dans ce repas, non pas en tant que convives, mais en tant que ceux qui servent, comme étant moins importants. Donc chacun à sa place, principe de la société d'ordre. Donc un vrai théâtre, une vraie hiérarchie, et le service à la française participe de cet ordre-là. Deuxième exemple, un petit peu plus tardif, 1681, cette fois-ci Louis XIV, reçu à l'hôtel de ville de Paris. C'est la même chose. C'est le roi, la famille royale à table,
seul à table, et on voit bien la disposition de la table. On est bien dans le service à la française, les assiettes devant les convives, les plats disposés, et on est dans un spectacle. On est comme sur une scène. On se donne à voir à travers ce service. Le service à la française, par son principe, son organisation, participe de cette magnificence de la monarchie. On met en scène le pouvoir, je dirais, on dirait de la communication aujourd'hui. Ça participe de cette communication. C'est vraiment un outil dans cette perspective-là. J'ajoute un autre élément. Vous comprenez bien quand vous voyez le nombre de personnes qui servent, quand vous voyez le nombre de plats mis à disposition, ça a des implications sur l'organisation du service. Et pour tous ces repas-là, dans le cadre du service à la française, il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé qui est très important, c'est le maître d'hôtel. Les maîtres d'hôtel ont un rôle très très important parce qu'on a une foule de domestiques, quel que soit leur statut, à gérer. On a ces différents temps, ces différents services à ordonner de manière précise. Ça veut dire que le maître d'hôtel, il a la responsabilité que les plats soient disposés au bon endroit. Si le plat n'est pas au bon endroit, ben, ça casse la symétrie et on perd ce principe de base. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et dans lequel le maître d'hôtel a un rôle très important. D'ailleurs, la plupart des livres de cuisine qui sont rédigés au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, en France, ne le sont pas par des cuisiniers, mais le sont par des maîtres d'hôtel, pour une partie d'entre eux. On va avoir quelques cuisiniers, mais comme Vincent de la Chapelle ou Menon au XVIIIe siècle, mais les premiers d'entre eux au XVIIe siècle portent le titre de maître d'hôtel. Donc ça veut dire qu'ils ont cette fonction-là qui a un rôle tout à fait important. Donc, mise en scène du pouvoir, un agrandissement de la même présentation. Je vous remets voilà, le dispositif ici pour la table du roi, évidemment à Marly. Ce qui veut dire que la meilleure place par rapport au fonctionnement du service à la française, ce n'est pas le bout de la table. La meilleure place, c'est au milieu de la table. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de la table, c'est l'endroit où vous êtes mis en scène par rapport à la symétrie, d'une part, et d'autre part, c'est là où vous avez accès le plus facilement au plus de plats différents. Alors que si vous êtes en bout de table, ça veut dire que soit vous sollicitez vos convives pour accéder aux autres plats, soit vous faites appel à des domestiques. Donc ça veut dire que plus on est loin, moins on est dans la hiérarchie et proche du pouvoir. C'est pour ça que le roi est toujours au milieu de la table et non pas en bout de table. Donc on a quelque chose de vraiment très important qui se poursuit au XVIIIe siècle. Voilà, on peut, à chaque fois qu'on a une mise en scène d'un repas, ici pour le sacre de Louis XV, de la même manière, le jeune Louis XV est seul à table, mise en scène du repas, mise en scène du service. Vous voyez les plats ici, ici c'est les ducs et pairs hein, du royaume, les plats sont disposés devant eux, ils sont servis par des personnages aussi importants, donc c'est vraiment une théâtralisation du service qui est mis en avant, et on est dans un spectacle qui s'accompagne de musique. Donc il y a le service, il y a ce qui est proposé en termes de nourriture, de mets, mais il y a aussi tout un environnement musical, etc. Et on voit bien que là, on est toujours dans quelque chose qui descend du Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, on avait des moments, effectivement, qui étaient des moments de théâtre ou des moments de musique entre les différents plats. Donc on a ces mécanismes-là qu'on retrouve, et évidemment, deuxième idée de cette mise en scène, pour que cela fonctionne, il faut les objets qui vont avec. Donc le service à la française, la codification du service à la française, elle s'accompagne d'une spécialisation de la vaisselle, d'une diversification des objets, des matières. Ici, je vous ai pris un exemple. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver à la fois des pièces d'argenterie, des plats en argent, des chandeliers en argent. On va retrouver aussi des pièces de porcelaine, de faïence, avec les usages qui les accompagnent. Ici, vous avez ce qu'on appelle un rafraîchissoir, qui est présenté ici. Le rafraîchissoir, en fait, c'est un usage qui consiste à tremper le verre dans soit de l'eau fraîche, soit, en fonction de la saison et des niveaux de fortune, dans de la glace ou dans de la neige. Donc on rafraîchit le verre avant de le remplir de vin généralement. Donc on a des objets dédiés, une spécialisation. Je dirais que ce service à la française, il s'accompagne du développement des arts de la table en France. Et on a là encore une concomitance chronologique. Parce qu'au moment où se codifie le service à la française, vers le milieu du XVIIe siècle, c'est aussi le moment où Colbert va accompagner la mise en place de manufactures royales. Et parmi
les manufactures royales, vous avez la manufacture de Sèvres. Et la manufacture de Sèvres, elle a vocation à produire cette vaisselle d'apparat qui va servir à la cour de Louis XIV. Donc c'est intéressant de voir comment les objets sont aussi directement liés à ce service à la française. Et on retrouve ici donc un ouvrage, donc cette fois-ci on est au XVIIIe siècle, donc c'est bien un cuisinier, chef de cuisine, Vincent de la Chapelle, qui va servir à la fois des personnages importants en France, mais qui va aussi travailler à l'étranger, en Angleterre ou en Hollande, autour de personnages de premier plan. Et dans son ouvrage, vous voyez, on a presque la définition par le dessin des plats associés au service à la française. Vous voyez que chaque plat a une fonction, est dédié à une fonction particulière. Vous avez les plats pour les rôts, les potages, les entremets, etc. Donc, je trouve assez intéressant de voir que ces mouvements-là, autour des arts de la table, autour de la cuisine, autour du service, vont de pair. On a une culture alimentaire qui se façonne de cette manière-là dans les milieux de la cour. Et vous avez je dirais un objet qui symbolise véritablement ce service à la française. Ce sont des pièces qu'on va appeler des surtouts. Les surtouts, ce sont des pièces en orfèvrerie ou qui peuvent être en porcelaine, qui sont généralement de grande taille. C'est ce qui va faire le point de symétrie. C'est la pièce qui est disposée au milieu de la table et autour de laquelle s'organisent les différents plats. Donc là, vous avez une pièce en argenterie. Vous en avez aussi, vous pouvez en trouver dans d'autres matières. Alors ici, c'est celle du maréchal duc de Richelieu qui a été gouverneur de la Guyenne, qui a séjourné à Bordeaux. Vous avez ce type de pièces qui servent à mettre en valeur la table. Vous en avez aussi des modèles beaucoup plus modestes, beaucoup plus sobres, mais qui ont cette vocation à servir, je dirais, de cœur de la table. C'est une pièce tout à fait centrale. Donc vraiment une dynamique dans les arts de la table associée très clairement au service à la française. Et c'est surtout, voilà, vous l'avez ici, il sert de support. Vous avez notamment une mode de ce qu'on va appeler des buissons de fruits. On reconstitue des sortes de buissons avec des fruits variés que vous retrouvez ici dans le confiturier royal de Massalio dans cette édition de 1776. Donc la dimension visuelle, vous la retrouvez, on reconstitue énormément de choses. Donc les arts de la table participent de cette mise en scène. Et puis la mise en scène du pouvoir, la mise en scène de la richesse, c'est aussi évidemment ce qui est servi dans les assiettes, ce qui est présent dans les plats. Si je reviens à Choisy et à Louis XV, vous avez ici un autre exemple. Cette fois-ci, on est en 1751, d'un autre repas, donc toujours organisé selon le service à la française. Vous avez une qualité et un raffinement des mets qui est proposé. Pour vous en lire quelques exemples, dans les entrées, vous avez des petits pigeons au mori, vous avez des croquettes d'oreilles d'agneau, vous avez des langues de mouton. Dans les rôts, vous avez des canetons de Rouen qui sont à l'époque extrêmement réputés et appréciés à Paris. Un petit peu plus loin, dans les rôts, vous avez des pigeons bardés, vous avez des coqs vierges, vous avez des levreaux. Donc évidemment, la viande est extrêmement présente. On est sur une table aristocratique. La viande est signe de pouvoir, en particulier lorsqu'il s'agit du gibier. Donc on a une consommation importante, mais vous avez aussi des choses qui sont des produits à la mode à l'époque, les asperges. Dans les entremets, vous avez des asperges. Vous avez ici quelque chose de tout à fait intéressant. Vous avez des foie gras à l'Armagnac qui sont mentionnés. Donc on a une diversité des mets et le service à la française est là aussi pour mettre en valeur ces produits-là dans leur diversité, mettre en évidence la richesse ici du royaume, la richesse, on pourrait aujourd'hui dire, des terroirs, avec des techniques extrêmement raffinées sur les préparations. Donc c'est quelque chose de très très important. Ce que je voudrais également souligner, c'est que dans des cadres plus modestes, on a aussi le service à la française. Ce n'est pas que à la cour. On va avoir une déclinaison du service à la française avec moins de plats, mais avec la même logique, dans le cadre par exemple de ces banquets organisés par la Jurade de Bordeaux. Donc la Jurade de Bordeaux, c'est l'ancêtre de la municipalité, si vous voulez. On est en 1745 à Bordeaux. Chaque année, pour l'ouverture du Parlement de Bordeaux, qui est un moment important dans l'année, eh bien, la Jurade organise un banquet. Et vous voyez, ici, ce n'est pas un menu, au sens quelque chose qui est distribué aux convives. C'est autre chose. Vous le voyez ici, vous avez des indications
qui sont des indications de prix. Donc il s'agit en réalité d'une facture, d'un justificatif de paiement qui provient d'un traiteur qui a préparé le repas qui est servi à la Jurade de Bordeaux. Et on est bien dans la logique du service à la française. Au départ, vous avez des potages. Ensuite, vous allez retrouver des rots, cette fois-ci qui sont des poissons, des merlans par exemple. Et ensuite, vous avez le service du dessert, avec des choux le dessert ici est mentionné, après des choux à la crème. Le tout, vous voyez, accompagné au final de vin et ce qui se termine par du café. Donc évidemment, on n'a pas 50, 150 plats, mais on a cette logique-là. Et ici, il y a quand même une particularité, c'est pour vous montrer que le service à la française, je dirais, à partir de ce moment, c'est un repas de prestige, quel que soit l'environnement, ça fonctionne, y compris en respectant les obligations religieuses, puisque là, la particularité de cette liste de plats, c'est qu'on est dans un repas maigre. Il n'y a pas de viande, il n'y a que des poissons ou des légumes, vous avez des huîtres, des brochets, des soles, etc. On est dans un repas maigre pour respecter les interdits religieux. Donc le service à la française, il se décline en réalité sous des formes extrêmement variées, mais à chaque fois avec l'idée quand même de repas de prestige qui sont mis en avant. Alors, je voudrais terminer dans un troisième et dernier temps par insister peut-être sur finalement ce qui fait le succès à ce moment-là du service à la française, mettre en avant un petit peu les changements qui s'opèrent, et puis montrer aussi que ça pose un certain nombre de contraintes dans le fonctionnement du service et aussi des contraintes au niveau de la cuisine. Alors, premier élément, c'est certainement une grande diffusion qu'on peut observer au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Le service à la française, il accompagne le succès de la cuisine française classique, celle qui est portée à Versailles. Ça veut dire que dans bon nombre de cours européennes, on va retrouver ces usages-là. Ici, on est en 1646, donc on est vraiment au début de cette mise en avant de la cuisine française qui est portée par un certain nombre d'auteurs à ce moment-là, et on est à Varsovie. Et un voyageur français, Jean Le Laboureur, se rend à Varsovie pour accompagner une princesse française, Louise-Marie de Gonzague, qui va épouser le roi de Pologne, Ladislas. Donc ils se rendent là-bas, et vous voyez, la table royale fut mise au bout sur une élévation de 4 hautes marches. Donc cette idée que on est dans une distinction, je dirais, physique dans la mise en scène. Pyramide de sucre, on a là aussi dans la construction des choses qui sont mises en avant à travers un produit, le sucre qui à l'époque est vraiment un produit, une denrée extrêmement précieuse, et on a l'ordonnancement en différents services. Donc vous voyez qu'en Pologne, ça commence déjà à apparaître, parce que la Pologne a aussi des liens assez forts avec la France à ce moment-là, c'est déjà le cas depuis le XVIe siècle. La peinture traduit toujours cette mise en scène, on est cette fois-ci à la cour d'Espagne vers 1778, on est dans la reproduction à la cour d'Espagne des usages qu'on retrouve à la cour de Versailles. Le grand couvert, la mise en scène du repas, on partage à l'échelle des cours européennes ce type de pratique. Autre exemple, Joseph II, donc, qui est couronné donc, en 1764, eh bien, Joseph II, là aussi, la table au-dessus, principe du service à la française, vous voyez, tous les plats sont disposés sur la table. Les convives alors, ont quasiment ici des tables individuelles. Ce sont les grands prélats en fait, que vous avez de part et d'autre qui participent à l'élection de l'empereur, puisque ici on a un empereur en Autriche qui est élu par différentes principautés. Donc on reprend le modèle tout simplement parce que comme la langue française sert à la diplomatie, sert dans le monde de la culture au XVIIe et XVIIIe siècle, eh bien la cuisine, elle est française. Les cuisiniers sont français, les maîtres d'hôtel sont français, et on va avoir des cours européennes qui vont vouloir reproduire le modèle français. Et pour reproduire le modèle français, ça passe par le service à la française. Je vous ai mis un dernier exemple. Ici, c'est un banquet à Venise, en l'honneur d'un grand diplomate. De la même manière, vous retrouvez cette mise en scène du repas. Donc vraiment un grand succès qui se réalise. Alors, comment expliquer cela? Les ouvrages de cuisine, les ouvrages rédigés par le maître d'hôtel vont se diffuser en Europe. Ils vont être le support technique de la mise en scène du repas à la française. Je reprends ici un ouvrage donc, qui
indique les manières finalement de servir. Et vous voyez, à l'intérieur, on a tous les ingrédients, si j'ose dire, pour réaliser un service à la française. À la fois les mets que l'on peut réaliser, mais aussi, à travers des planches, la disposition à table. Comment on va disposer les plats en fonction des services. L'idée étant aussi qu'à chaque service, finalement, les héros, par exemple, et les entremets vont venir prendre la place des entrées. Donc on a un nombre identique à chaque fois pour qu'il y ait un vrai parallélisme. Donc ces ouvrages-là, qui sont nombreux, qui sont diffusés, qu'on va retrouver dans des bibliothèques en Hongrie, qu'on va retrouver à Amsterdam, dans des bibliothèques, qui vont être traduits pour certains d'entre eux, vont servir de base, accompagnés évidemment des livres de cuisine qui contiennent des recettes. Donc on a un premier support. Le deuxième support, c'est tous ces Français qui vont partir à l'étranger ou qui vont servir à la formation de professionnels étrangers. J'ai eu l'occasion de travailler par exemple dans les archives diplomatiques des ministères des Affaires étrangères. Vous avez par exemple l'ambassadeur de Suède en France qui est à Paris dans les années 1760-1770 qui fait venir des cuisiniers suédois et des maîtres d'hôtel suédois à Paris pour qu'ils reçoivent une formation pour ensuite repartir à la cour de Stockholm ou auprès des grands aristocrates suédois. Et donc, on a des savoir-faire qui se codifient, qui se façonnent et qui se diffusent à l'appui de tout ça. Donc on a une vraie dynamique, je dirais, à l'échelle européenne qui permet ce succès-là. Mais j'insiste aussi sur le fait que ce service à la française, il diffuse de la cour, de Paris, des grandes maisons aristocratiques vers le reste du royaume. Et ici, pas très loin d'ici, à Bayonne, en 1731, vous avez, donc là, à nouveau, c'est la facture d'un traiteur, qui est donc une facture conservée aux archives municipales de Bayonne, vous présente un repas d'élection, donc c'est un repas festif pour 2 tables à Bayonne en 1731, et on en a bon nombre pour la ville de Bayonne, organisé donc par la ville de Bayonne. Et vous voyez, la structuration, et c'est mentionné de cette manière-là, ce n'est pas moi qui ai rajouté potage, entrée, entremets, ça figure sur la facture de cette manière-là. Donc on a une reproduction du service à la française, et vous voyez que finalement, la province, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas le reste du royaume, n'est pas du tout en retard, et adopte à la fois les principes du service à la française, mais va adopter des préparations que vous retrouvez dans les livres de cuisine, ou que vous pouvez retrouver à la cour, avec les mêmes produits qui sont particulièrement appréciés, les sols par exemple, les riz de veau. On va retrouver là encore du gibier, vous avez notamment du gibier à plumes, des produits qui viennent de loin. Vous voyez, le parmesan, on est en 1731, fait partie de ces fromages extrêmement appréciés. Alors, le parmesan est particulièrement apprécié partout en Europe parce qu'il voyage très très bien. C'est l'un quand même de ses atouts. Et on va le retrouver utilisé, donc une grande diversité de préparations, présente donc chez la table de ces élites urbaines à Bayonne. Je prends un autre exemple. Vous voyez, le clergé n'est pas en retrait. On est en 1771, on est à Bordeaux. Alors, les chanoines sont des religieux qui font partie du chapitre qui entoure l'évêque. Ils font partie plutôt des élites ecclésiastiques, mais sont censés quand même respecter un certain nombre de règles. Or, vous voyez, ce chanoine, il organise un repas selon les principes du service à la française, là aussi avec du turbot, des pâtés chauds de sol, des assiettes de pâtisserie, des chapons, etc. Donc il y a un raffinement culinaire qui accompagne ce service à la française, qui concerne une bonne partie du royaume, du moins évidemment chez les élites. Et pour ces élites-là, eh bien, elles vont accompagner leur repas et ce service à la française, pas forcément de la porcelaine venue de Chine ou de la porcelaine venue de la manufacture de Sèvres, mais par exemple, on va retrouver dans le sud-ouest, dans des inventaires de vaisselle de nobles ou de négociants à Bordeaux, Bayonne, Agen, etc., on va retrouver de la vaisselle de Samadé, de la faïence de Samadé qui va être utilisée avec des plats, là aussi, des assiettes, des plats plus ou moins grands en fonction des usages du service à la française. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce service à la française, il crée une dynamique
qui est effectivement le sommet de l'État, la cour, etc. Mais il engendre aussi des dynamiques plus locales par rapport à la fabrication et au développement des arts de la table, et aussi par rapport à l'art culinaire, que l'on voit à Bayonne, à Bordeaux, à Agen, ou dans d'autres villes, du royaume. Donc je dirais ça a vraiment un grand succès, qui explique sans doute aussi qu'il ait duré assez longtemps. Néanmoins, dès le XVIIIe siècle, il y a un certain nombre de contraintes qui sont mises en avant et de contraintes qui sont perçues. Alors, une première critique, c'est la question du coût. Ça a un coût extrêmement élevé, ce nombre de plats préparés. Ça a un coût extrêmement élevé, cette domesticité qui est nécessaire, parce que ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir suffisamment de domestiques pour pouvoir débarrasser le service en un temps assez réduit. Quand vous avez des tables avec beaucoup de plats, une seule personne qui doit retirer tous les plats, elle serait obligée de faire plein d'allers-retours. Donc ça a un coût élevé à ce niveau-là, qui ne peut être permis que par des institutions comme les villes ou que par des personnages relativement aisés. Et puis le coût élevé, c'est celui du gaspillage aussi. Les plats, beaucoup des plats, parfois, ne sont que goûtés par un convive. Donc il y a énormément de pertes. Alors, cette perte, elle est quand même à nuancer. Parce que dans les maisons aristocratiques, l'usage veut que les restes du repas, une fois desservis par la domesticité, sont consommés en partie par le personnel à l'office. Donc ça va avoir une deuxième vie. Et deuxième usage, les domestiques ont aussi le droit de revendre ces nourritures. C'est ce qu'on appelle le système du regras. Dans les grandes maisons aristocratiques parisiennes, on va retrouver ça aussi dans les grandes villes comme Bordeaux ou Toulouse, il y a un marché de l'occasion alimentaire. Ça veut dire qu'on récupère ces plats-là, on essaye d'un petit peu les remettre en forme, et ils servent notamment donc, à ces regratières, c'est souvent des femmes qui revendent dans la rue ce prêt-à-manger, ces préparations, donc, qui sont réutilisées. Donc ça réduit quand même le gaspillage, mais on a cette critique-là. La deuxième critique, elle se fait jour au cours du XVIIIe siècle, elle est liée à la domesticité. Au XVIIIe siècle, c'est le siècle, vous savez, des Lumières, etc., et notamment d'une recherche un petit peu nouvelle de l'intimité. Or, le service à la française, par le nombre de domestiques, finalement, gêne un petit peu cette recherche de l'intimité. Donc, on va chercher des solutions un petit peu pour faire face à cela. Alors, on va imaginer, par exemple, c'est le cas au Petit Trianon, même si ça ne va pas être mis en œuvre, mais c'était un projet qui existait, la mise en place de ce qu'on va appeler des tables volantes. Les tables volantes, l'idée est la suivante. Vous avez ici donc, la représentation du plan du Petit Trianon, avec ici la salle à manger, donc dédiée au repas. La salle à manger se diffuse au XVIIIe siècle. Vous avez en dessous. Le principe de la table volante, c'est que c'est un système avec des poulies qui fait qu'au milieu de la salle à manger, donc vous avez la table qui est sur un support et la table peut descendre en dessous. Le principe était de dresser chaque service sur la table et ensuite de la faire remonter, ce qui permettait que les domestiques n'entraient pas dans la salle à manger. Donc ça, c'est un projet, mais qui n'a pas été mis en œuvre. En revanche, on a à Lunéville, donc dans le château de Lunéville, donc à côté de Nancy, c'est ici la cour du duc de Lorraine, une reconstitution d'une table volante qui avait été mise en œuvre. Donc ici, on est en dessous de la salle à manger. La table, elle est posée là, sur un support qui remonte. Vous voyez, vous avez une ouverture qui remonte dans la salle. Alors, finalement, certes, ça réduit la part de la domesticité, mais on est toujours dans la dimension théâtre, mise en scène. Parce que vous imaginez bien l'effet que ça peut avoir auprès des convives de voir surgir une table garnie. Donc, on reste dans la même logique. Donc ça, c'est une solution. On a aussi une autre difficulté qui se fait jour, c'est finalement la question aussi du fonctionnement même du repas. En particulier la question du service des boissons. Encore au XVIIIe siècle, dans certains cas, les verres, les bouteilles ne sont pas disposées sur les tables. Et ici, vous avez un voyageur russe, von Wissine, qui est un auteur de théâtre russe assez célèbre du XVIIIe siècle, qui se rend en France en 1777-1778. Il est ici dans la région de Montpellier, reçu à la table d'un noble local, et il évoque finalement ce qui, à ses yeux, représente les contraintes un petit peu du service, notamment le fait qu'il faille solliciter les domestiques pour obtenir de tel ou tel plat, parce que, vous l'avez vu sur les plans de table,
si vous avez envie de manger des écrevisses et que les écrevisses sont dans le plat qui est à l'opposé de vous, il faut demander à quelqu'un, un domestique, Donc ça pose un certain nombre de contraintes. Idem donc pour le service des boissons que je vous ai présenté tout à l'heure, le XVIIIe siècle étant aussi le siècle de l'hygiène, le fait qu'on partage le verre commence aussi à poser des soucis. Donc on a pas mal de critiques qui apparaissent. Donc pour y faire face, on voit se développer, excusez-moi, au XVIIIe siècle, d'autres types de repas, qui restent toujours des repas de prestige. Ici, un tableau très célèbre du prince de Conti. On est toujours dans le service à la française, mais vous voyez, il y a un petit peu moins de convives. On recherche un peu plus un allègement. Donc on va faire appel à un peu moins de domestiques, on va avoir un petit peu moins de plats. On est dans ce changement-là. Et ce changement-là, on le retrouve aussi à travers d'autres types de repas, comme ces repas de chasse extrêmement célèbres. Ici, les tableaux de Jean-François de Troyes en 1737. Ces tableaux, ils étaient destinés à la décoration de la salle à manger de Louis XV à Versailles. On en a plusieurs. Et vous voyez, là, on est dans quelque chose qui est moins rigide en termes de service. Là, vous avez les bouteilles sont déposées sur la table. C'est l'un des convives qui est en train de découper, etc., les mets. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a cette volonté-là aussi au XVIIIe siècle d'avoir un peu moins de rigidité dans l'étiquette. Donc c'est pour ça qu'on a déjà un petit peu des critiques du service à la française. Et puis il y a une dernière critique, c'est la question qui commence à apparaître, c'est la question du goût. La question du goût. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit auparavant, on était vraiment dans la mise en scène, l'esthétique, sauf qu'on a une valorisation au XVIIIe siècle du goût, qu'on va retrouver chez des philosophes comme Condorcet ou des choses comme ça, cette approche sensualiste, c'est-à-dire qu'à travers le goût, on peut accéder à la connaissance. Le goût était plutôt dévalorisé comme sens, c'était la vue, l'art, etc., la peinture, l'architecture. Là, on valorise le goût. Et donc, à partir du moment où on valorise le goût, on valorise aussi le goût des mets. Et le problème du service à la française, c'est que bien souvent, par le principe de tout déposer en même temps sur la table, vous vous en doutez bien, qu'est-ce qui se passait? Les mets étaient froids. D'autant plus que souvent les cuisines étaient loin, pour des raisons techniques, fumée, odeur, etc., des lieux où les plats étaient déposés. Donc on avait quelque chose qui ne permettait pas une valorisation des mets, et donc on va avoir une critique qui s'opère. Face à cela, donc, on a des adaptations qui se font jour et des changements qui apparaissent. Allègement un petit peu du service, on est plutôt moins sur 4 services, on va plutôt être sur 3 services pour essayer de limiter les contraintes. On va essayer notamment au niveau du service des boissons, de mettre en place des évolutions. Et donc on dépose les verres devant chaque convive, on dépose les bouteilles à table, ce qui veut dire que dans les manières de boire, ça change tout. Quand un domestique vous apportait le verre sur un plateau, vous étiez contraint de le boire en une seule fois, puisqu'il repartait après. À partir du moment où vous avez le verre, la bouteille déposée sur la table, le vin remplit votre verre, vous n'êtes pas obligé de le boire en une seule fois. Ça reste sur la table. Donc on a des usages un petit peu qui évoluent. Et puis, vous avez aussi de nouveaux lieux qui émergent, que sont les restaurants. Donc les premiers restaurants font leur apparition dans les années 1760-1770 à Paris. Alors les premiers restaurants, comme le nom l'indique à l'époque, ils proposent des bouillons qui restaurent, qui redonnent des forces. Donc c'est plutôt des établissements populaires. Mais on va avoir une évolution qui se fait assez rapidement dans les années 1780. On va avoir dans des lieux qui sont fréquentés par les élites, notamment le Palais Royal à Paris, des établissements qui vont très clairement porter une cuisine beaucoup plus raffinée que celle simplement du bouillon. Ça va être notamment des établissements comme les frères Provençaux. Et ici, vous avez donc la carte des frères Provençaux. Et vous voyez qu'en apparence, on est toujours dans le principe du service à la française parce que vous retrouvez les entrées, vous retrouvez les rôts, vous retrouvez les entremets. On est apparemment dans la même logique. Je vous ai mis un agrandissement, vous voyez. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, vous le retrouvez, vous retrouvez des poulardes, des viandes rôties, etc. Seulement, ce qui change avec le restaurant, c'est qu'on n'est plus dans le principe de mettre tous les plats sur la table en même temps, mais d'offrir à travers une carte la possibilité de choisir de tous les plats. Le service à la française, c'était finalement la carte du restaurant mise sur la table au cours des différents services.
Là, on entre dans un autre processus qui va se développer surtout après la Révolution française et au début du XIXe siècle avec le restaurant. L'idée qu'on va prendre des plats de manière individuelle, chacun prend un plat, et qui vont se succéder de manière chronologique. On n'a plus cette multiplication des plats, cette diversité des plats mis à disposition. C'est un changement qui est lié notamment tout simplement au recul de la domesticité. À la suite de la Révolution, les maisons aristocratiques se réduisent, je dirais, dans leur ampleur, vous le comprenez aisément, pour des raisons à la fois sociales et politiques. On a l'émergence d'une bourgeoisie qui a des habitudes différentes et petit à petit, on a une évolution du service à la française qui va être de plus en plus concurrencée par ce qu'on va appeler à l'époque le service à la russe, qui n'est pas, là aussi, pour éviter confusion, le service à la russe qui est appris dans les écoles hôtelières et qui est pratiqué aujourd'hui, qui est le service avec un guéridon, etc. Quand on parle du service à la russe début 19e siècle, c'est pour évoquer l'idée qu'on a une succession chronologique des plats, simplement. C'est-à-dire une entrée, ou deux, peu importe, mais qui vont se succéder, ensuite des rots qui vont se succéder, etc. Donc on n'a que la dimension chronologique qui réduit le nombre de plats, mais on peut avoir quand même pas mal de plats, mais qui veut dire que chaque plat est servi à tous les convives en même temps, de manière individuelle. Donc on améliore la préparation des mets, parce que là, les plats ne restent pas sur la table longtemps, etc. Mais cette évolution, elle n'est que très progressive. Ce qui est intéressant avec la diffusion du service à la russe, c'est qu'on valorise beaucoup plus la cuisine, on valorise beaucoup plus les mets, moins dans leur esthétique que dans leur qualité de préparation, etc. Et l'autre intérêt du service à la russe, c'est que ça ouvre la voie à la possibilité des accords entre les mets et les vins. Dans le cadre du service à la française, c'est très difficile, puisque chaque personne autour de la table, au même moment, ne mange pas la même chose. Donc, les vins, l'idée d'accord mets-vins, n'était possible que lors de collations, par exemple, ou lors de repas, comme vous l'avez vu, le repas de chasse, où vous avez un tableau célèbre, le déjeuner d'huîtres, de Jean-François de Troyes, où là, on a une association entre les huîtres et le champagne mousseux, mais on est hors cadre du service classique français. Dans le service à la française classique, ce n'est pas possible parce que chacun ne mange pas au même moment les choses. Avec le service à la russe, eh bien, on a cette évolution-là. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que cette diffusion progressive du service dit à la russe au XIXe siècle, il va avoir aussi, lui aussi, des critiques. Et qu'est-ce qu'on va lui reprocher? On va lui reprocher le manque d'élégance et le manque de faste. Vous voyez, après la Révolution, on a aussi une sorte de nostalgie de l'Ancien Régime qui était vraiment incarnée par ce service à la française, qui est finalement mise en avant. Donc, au final, vraiment sur ce rapide parcours à travers l'histoire du service à la française, on va dire sur le XVIIe et jusqu'au début du XIXe siècle, il me semble que ce qui est important de voir, c'est ce lien étroit entre le service à table, la préparation des mets et tout l'univers, l'environnement social, culturel, voire intellectuel qui l'accompagne. Le service à la française, à ce moment-là, il incarne la société d'Ancien Régime, cette société d'ordre, chacun à sa place, avec ses croyances dans les pratiques médicales et cette idée de diversité. Avec le XIXe siècle et l'essor de ce qu'on va appeler la gastronomie, donc de cette réflexion sur l'art culinaire, sur le goût, la dimension visuelle recule un petit peu, même si elle perdure. Vous avez quelqu'un comme Antonin Carême qui est très attaché à la mise en scène visuelle de ses préparations, qui s'est intéressé beaucoup à l'architecture et on retrouve cela au début du XIXe siècle. Donc ça ne disparaît pas, mais l'équilibre évolue un petit peu. Donc on a finalement le service à table, il incarne les mutations de la société, les changements, ce genre de choses-là. Et je dirais que c'est quelque chose qui fonctionne à toutes les périodes. Et si, pour terminer, je fais un grand saut chronologique pour aller jusqu'aux années 1970-1980, où on va avoir là aussi une évolution, notamment dans les restaurants, du service à table, qui peu à peu va aller vers ce que l'on connaît aujourd'hui, donc un service à l'assiette. On a ce processus-là qui se fait progressivement, avec des plats qui ne sont plus découpés en salle, mais préparés en cuisine, etc. On a une évolution qui s'opère parce que les restaurants évoluent. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi comment ça entraîne je dirais, une importance grandissante de la cuisine par rapport à la salle dans le fonctionnement du restaurant, parce que finalement, ce qui est amené aux convives, dans le cadre du service directement à l'assiette,
c'est ce qui est fait en cuisine, ce qui est construit en cuisine. Et donc la responsabilité de la cuisine est ici sans doute plus importante, et la valorisation des cuisiniers, etc., participe de cela. Et si je prends encore une période encore plus récente, aujourd'hui, un certain nombre de critiques se font jour, par exemple, sur l'artificialisation de la cuisine aujourd'hui, avec l'idée que certaines préparations sont avant tout destinées à une dimension purement visuelle et pour passer sur Instagram et pouvoir faire des photos au détriment du goût, de la saveur des mets. Et on voit bien que cette mutation-là, elle est directement liée à un environnement, les réseaux sociaux, le poids de l'image, et moins la question du goût. Donc vous voyez, service à table, cuisine et transformation de la société, pour moi, vont de pair. Et le regard de l'historien, c'est justement d'essayer de le replacer dans cet environnement. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous nous avez raconté, qui est évidemment fort intéressant et qui montre bien l'intérêt de la cuisine française dans le monde entier et tout ce qu'elle a pu apporter par rapport à l'histoire même de la France. Je voudrais simplement apporter quelque chose que j'ai vécu qui correspond au service. Lorsque je suis entré dans ce métier dans les années 50, le métier, vous avez parlé du service, vous avez parlé des maîtres d'hôtel, l'importance des maîtres d'hôtel. À l'époque où je suis rentré dans ce métier, l'importance des maîtres d'hôtel était immense. Et le cuisinier, qui a traversé des siècles avec plus ou moins de bonheur, se trouvait à cette époque-là quelque chose d'insignifiant. C'est-à-dire qu'on faisait tout pour que le cuisinier soit près de son seau de charbon et qu'il n'en sortait pas. Et les maîtres d'hôtel, bien sûr, avaient à cette époque tout le pouvoir. C'est ce qui nous a conduit à quelques-uns, sous le contrôle de Paul Bocuse, et j'étais très jeune, je faisais partie de ce groupe, à essayer de récupérer notre métier pour qu'il soit pris un peu plus en considération, et c'est ce qui s'est passé. Vous avez parlé du service à l'assiette tout à l'heure. Il fut mis sur le marché par les frères Trois Gros, qui avaient décidé, pour se singulariser, justement, de servir les plats délicieux qu'ils faisaient à l'assiette. Et à cette époque-là, j'avais un bistrot en banlieue parisienne, le Pot-au-Feu, qui était petit. Je recevais 30 personnes qui étaient serrées les unes contre les autres, et je n'aurais pas eu les moyens de faire un service en salle avec les maîtres d'hôtel qui découpaient les canards avec beaucoup de grâce, et c'était merveilleux à voir. C'est la raison qui m'avait poussé à aller voir les frères Trois Gros pour leur demander si je pourrais les copier et faire moi-même, pour des raisons pratiques, ce service à l'assiette. Voilà. C'est tout à fait intéressant de ces mutations, cette idée que les cuisiniers sont sortis un petit peu de leur cuisine. Alors, où on voulait les assigner un petit peu. On a repris le pouvoir pour faire court, et aujourd'hui je regrette que les maîtres d'hôtel ont perdu de leur importance. On n'apprend plus aux jeunes gens à l'école à découper les choses comme elles étaient faites avant, et quel dommage. Oui. Le canard au sang à la Tour d'Argent, par exemple. La Tour d'Argent ou chez Lucas Carton. Oui, très beau tableau. Il y a un très beau tableau justement qui représente la découpe. Mais ça va peut-être revenir. En tout cas, il faut l'espérer. Mais voilà l'histoire. Mais Escoffier, le célèbre cuisinier, avait très bien compris tout cela. Et dans la préface
d'un de ses livres, ses grands classiques, il avait dans la préface, il avait dit ceci: alors que tout se transforme et se modifie, il serait illusoire de vouloir fixer les destinées d'un art, il parlait de la cuisine, qui par tant de côté relève de la mode et comme elle est instable. 1902. Chapeau l'artiste. C'est ça. C'est l'idée peut-être à laquelle moi je suis assez attaché, c'est l'idée d'un patrimoine vivant. Voilà, l'art du service, l'art de la cuisine sont un patrimoine vivant, Oui. donc qui évolue et qui doit être entretenu. Et effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup dans les restaurants d'expérience culinaire, par les saveurs, etc. Mais le service, lui aussi, participe de cette expérience. Et il y a tout un savoir-faire, par exemple, dans les traités du XVIIe siècle, de découpe à la volée, de volaille directement sur une broche. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas un apprentissage, effectivement, qu'on retrouve dans les établissements. J'ai connu ces moments où il y avait de très grands maîtres d'hôtel qui, dans des gestes élégants et gracieux, apportaient un plus significatif. Et vous l'avez dit, un restaurant, c'est un théâtre. Merci pour votre témoignage. Je voulais juste intervenir. Moi, je suis professeur de service et commercialisation. Par rapport à M. Guérard. Déjà, on a beaucoup moins d'élèves au niveau du service par rapport à la cuisine. On essaye de promouvoir le service à travers des techniques beaucoup plus rapides. On n'a plus la possibilité de faire des découpes de canard pendant 10 minutes. Voilà. Il faut que les plats soient chauds au niveau du client, quoi. Et malheureusement, c'est de plus en plus difficile et on essaye de faire des finitions, mais et d'adapter le service aux méthodes d'aujourd'hui, quoi. Oui, les contraintes, finalement, j'évoquais des contraintes pour le service à la française. Aujourd'hui, il y a d'autres contraintes, évidemment, qui pèsent aussi. La contrainte du temps, le fait de pouvoir servir chaud. La place aussi, c'est une question aussi, je pense, de place. Et oui, chaque époque a cet environnement-là. Ouais. On a parlé de mode tout à l'heure, ça peut revenir. Je pense que ça va revenir. Après, dans le bac pro de service, ça s'appelle bac pro service et commercialisation. Donc on attribue autant d'importance à la gestuelle qu'à la commercialisation et à l'accompagnement du client à travers les textes. Après, je ne prends pas cause et effet, mais voilà, c'est la réalité du terrain. Oui. Un restaurant, c'est un commerce. Ouais, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un théâtre, ouais. Donc à la fin de l'année, il faut quand même qu'il reste quoi repeindre le plafond. et le reste. Pour des techniques en salle, il faut du personnel compétent. Oui, mais il faut le former. Voilà, tout à fait. Il faut le former, comme on a reformé complètement les cuisiniers qui ont pris de l'importance, peut-être de trop d'ailleurs, mais sont redevenus des artistes d'une certaine manière qui peut-être, et les politiques ne l'ont pas compris, font mieux comprendre que être manuel, c'est pas rien. J'espère que maintenant les lycées professionnels et les voies de professionnalisation étaient un peu décriées. J'espère qu'il y aura un retour sur ces voies professionnelles. Voilà. Enfin, nous aujourd'hui on avait la journée porte ouverte et on a eu pas mal de succès. Donc, c'est bon signe alors. Tant mieux. Le début. Voilà. J'étais il y a peu, je suis allé dans un restaurant parisien qui vient de réouvrir, que j'avais d'ailleurs failli faire l'acquisition, qui s'appelait et qui porte toujours le même nom, qui s'appelle Maxime, qui était le number one à Paris. Maxime, c'était le nom du maître d'hôtel à l'origine, non ? Exactement. Oui. Et donc il vient d'être acheté par un groupe et j'étais surpris et heureux de voir qu'ils avaient remis
presque à l'identique le service en salle, comme à l'époque où il fut à l'époque cédé à un Cardin. Donc bravo. Oui. Donc la mode Peut revenir. peut revenir, bien sûr. L'historien que je suis mesure qu'il y a des phénomènes comme ça de retour, etc. Exactement. Ben, merci beaucoup de votre attention et des échanges. Merci. Bravo. Merci.